Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Chers téléspectateurs, je suis très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Challenge. C'est aussi l'édition qui boucle l'année 2022, une année qui a été très riche en réalisation, une année très riche en événements sur le plan entrepreneurial et économique au Niger. Et cette année, il y a eu le PDS qui a été préparé et présenté pour son financement à la table ronde qu'il y a eu à Paris en début du mois de décembre. Nous allons vous amener tout de suite en ouvrant cette édition dans les coulisses d'une rencontre pour la vulgarisation du PDS 2022-2026. Et juste après le PDS, nous allons partir à la Chambre de commerce et d'industrie du Niger où il y a eu une rencontre entre l'administration des impôts, la DGI, et les acteurs économiques sous l'égide de la Chambre de commerce dans le cadre d'un comité paritaire pour faire avancer le dialogue entre l'administration fiscale et les entreprises. Nous allons vous amener aussi dans les coulisses de cet échange. Et puis nous partirons dans les activités du PGIP. Le PGIP qui est un projet du gouvernement du Niger, de l'État du Niger, en partenariat avec la Banque mondiale, dans le cadre de la promotion de l'emploi et de l'inclusion socio-économique à travers des subventions, à travers des formations et à travers une panoplie d'autres accompagnements. Vous allez voir les subventions octroyées à Niamey, à la commune 5, par le PGIP, à un certain nombre de bénéficiaires. Et pour clôturer cette édition, nous allons vous proposer un grand angle. Dans notre grand angle, nous allons recevoir Ari Issa, qui est le directeur général de AS Logistique. Et nous allons échanger sur la logistique, sur son parcours, mais également sur les perspectives dans ces domaines. Alors, cher ami, comment ça va? Ça se passe bien? Bien, ça va. Et vous? Très bien. C'est un grand plaisir pour moi de te retrouver. Et comme c'est le dernier numéro de l'année 2022, ça m'a fait plaisir de voir qu'on va faire un plateau avec un jeune qui est en train de se développer dans un secteur qui est très important pour le Niger, la logistique. Donc nous allons en parler tout à l'heure. Chers téléspectateurs, j'espère que vous appréciez le menu de cette édition. Soyez confortables dans vos sièges pour 52 minutes d'échange sur l'entrepreneuriat, sur l'économie et comme vous le savez, avec toujours un regard sur notre sous-région. À tout de suite. Il vous souviendra que s'est tenue à Paris du 5 au 6 décembre 2022 la table ronde des investisseurs et des partenaires au développement sur le financement du plan de développement économique et social PDS 2022-2026. Au terme des travaux, la table ronde a enregistré des annonces et manifestations d'intérêt d'un montant global de 45 milliards d'euros sur un objectif de 29,62 milliards. C'est ainsi que, le jeudi 22 décembre 2022, le ministre du Plan, Dr Rabiou Abdou, a organisé une conférence de presse. Cette conférence vise à vulgariser ce bienfait qui va contribuer à bâtir un Niger pacifique et bien gouverné avec une économie émergente et durable. C'est la nouvelle dynamique en cours, estime le ministre. La prochaine étape est l'organisation d'une campagne de vulgarisation du contenu du PDS 2022-2026. Au total, donc, au niveau de la table ronde, mais également du forum des investisseurs, le montant des annonces enregistrées était de 29 520 milliards de francs CFA. 29 520 milliards de francs CFA, c'est ça qui fait 45 milliards d'euros. Pour un objectif, lorsque nous étions arrivés à Paris, de 19 417,6 milliards de francs CFA, ce qui fait les 29,6 milliards d'euros, soit une couverture globale donc de 150% des ressources attendues au niveau de la table ronde et du forum des investisseurs. Mesdames et messieurs les journalistes, donc le PDS ayant reçu l'adhésion des investisseurs, la preuve vient d'en être faite avec les chiffres que je viens de décliner venant de nos partenaires techniques et financiers, mais également des investisseurs. La prochaine étape toute importante est l'organisation maintenant de la campagne de vulgarisation de son contenu afin de permettre aux populations de l'approprier, car une bonne appropriation de ce plan est garante d'une adhésion à ses principes, ainsi qu'une meilleure mise en œuvre, mais aussi l'occasion qui s'offre à nos concitoyens de se mobiliser pour se positionner à temps afin de participer et de profiter de la nouvelle dynamique économique en cours.
Le ministre Rabiou Abdou tient rigueur quant à la réussite de cette campagne de vulgarisation. Pour cela, un atelier de vulgarisation sera organisé dans chaque chef-lieu de région. Rabiou Abdou précise que chaque atelier sera animé par une équipe du niveau central. Dans la suite du processus, nous avons prévu d'organiser un atelier de vulgarisation au niveau de chaque chef-lieu de région. Mais quand je dis nous avons prévu, ça veut dire que là, je suis en train de lancer cette campagne de vulgarisation au niveau national. Arriver dans les différents chefs-lieux de région n'est qu'une question des préparatifs pour les différentes missions et les équipes vont s'en occuper. Dès que nous allons sortir de cette salle, les gens vont déjà se répandre au niveau des différentes régions et organiser ces ateliers-là pour partager le contenu du PDS, faire les débats, échanger avec les populations. Là où ils ont des questions, on répond, et là où ils ont des propositions, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous les enregistrons. Alors l'approche méthodologique pour la conduite des ateliers sera conformément à notre approche au niveau de la formulation du PDS. Elle sera participative et elle comportera essentiellement 3 aspects. Il y aura des exposés donc, et des présentations. Il y aura donc des débats et des discussions avec les participants, mais également des travaux dans des petits groupes thématiques. Ensuite, avec des restitutions en plénière. Et enfin, il y aura une synthèse et des recommandations qu'on va faire remonter au niveau central et qui vont nous servir également de guide pour alimenter la mise en œuvre, mais également les réflexions à venir. Après l'allocution du ministre, un certain nombre de questions ont été posées par la presse. L'objectif attendu, c'était 26,62 milliards. Maintenant, on a dit que ce qui est annoncé, c'est 45 milliards. Maintenant, je me pose la question, qu'est-ce que l'équipe nigérienne a fait là-bas au niveau de la France pour que l'offre soit plus grande que la demande? Les communes qui sont concernées par l'insécurité, comment vous allez les atteindre pour faire cette vulgarisation? Le ministre a été prompt dans ses réponses. Aucun détail n'a été écarté. Nous avons un gouvernement qui bénéficie d'un leadership certain de son président de la République dans un contexte qui rassure ces gens-là. Nous sommes une des rares démocraties aujourd'hui qui vit dans la sous-région. C'est indéniable. Et on nous le reconnaît. Donc, ce genre de manifestation d'intérêt reflète en réalité la crédibilité de notre gouvernement, mais également le dynamisme de notre peuple. Ce n'est pas trop de dire que c'est même une sorte de dividende démocratique. Donc ça, c'est en ce qui concerne les considérations politico-socio-économiques. Maintenant, est-ce que les PTF vont respecter ça? Ma réponse peut vous surprendre. C'est que ma réponse, c'est que c'est un oui à plus de 90%. Pour les partenaires institutionnels, l'essentiel de ces annonces, elles sont déjà en réalité matérialisées dans des accords de coopération ou des plans cadres de financement et de développement de partenariat entre le Niger et ses PTF. Vous avez un partenaire, par exemple, quand je prends la Banque mondiale, on a un document en général tout le temps de coopération qui va par exemple de 2021 à 2024. Dans ce document, vous allez retrouver en termes de programmation tout ce dont notre pays peut bénéficier en termes d'accompagnement. Quand je dis en termes d'accompagnement, c'est en termes de financement, ça peut être des prêts, ça peut être des dons, ainsi de suite. Donc, à partir de ce document, tout ce qui est écrit dedans, en réalité, il n'y a plus d'aléas. Ça ne reste en réalité et que ça ne dépend que de votre capacité à mettre en œuvre les activités, les projets, les programmes de développement pour absorber ces ressources. Les communes dites d'insécurité, c'est devenu quelque chose finalement que nous maîtrisons. Lorsque, hors de nos frontières, on nous parle d'insécurité, ce que je dis aux gens, c'est que nous avons le contrôle total de notre pays. Il y a des zones où la vie n'est pas paisible. La quiétude est perturbée de temps à autre
Mais dans toutes ces zones, l'administration est présente. L'État est présent. Lorsque on veut intervenir dans ces contrées-là, ce qu'on fait, on prend juste des précautions supplémentaires par rapport à ce qu'on fait dans les autres communes qui ne sont pas qualifiées de communes d'insécurité. Donc, on vient avec un dispositif conséquent, mais ce sont des communes qui bénéficient exactement des mêmes services publics que les autres communes. Pour dire que nous allons également au niveau des communes, là où sévit l'insécurité, nous allons bien faire la vulgarisation, tout comme ces mêmes communes n'ont pas été mises à l'écart lors de l'élaboration du PDS. Ainsi, le ministre du Plan, Dr Rabiou Abdou, compte sur le concours de la presse pour la visibilité de la mise en œuvre du plan de développement économique et social, PDS 2022-2026. Une fois de plus, les opérateurs économiques et les agents de la Direction générale des impôts se sont concertés pour l'amélioration du tissu économique nigérien. Cette rencontre du comité paritaire conjoint de concertation DGI-CCIN est la troisième du genre depuis sa création le 5 avril 2022. Dirigé par le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, M. Sidi Mohamed, ce comité se veut d'être un cadre d'échange sur plusieurs thématiques d'actualité. Ils reconnaissent que sur certaines mesures, qu'ils devraient faire des efforts, mais évidemment, la demande de ressources souvent et les besoins budgétaires souvent font en sorte qu'ils sont obligés aujourd'hui de faire de la programmation. Donc c'est pour dire que sur certains points, c'est vrai que nous avons des divergences affichées, mais nous savons aussi que les services des impôts ou les services du ministère des Finances aussi sont sensibles à ces questions-là et sont conscients que ces questions justement peuvent être source de blocage, en tout cas pour une bonne évolution en tout cas du secteur privé. Mais comme je l'ai dit, la responsabilité les oblige peut-être à mieux planifier peut-être dans les programmations qu'ils font. Et nous l'avons vu cette année, d'ailleurs, il y a eu quelques efforts. Je ne peux pas dire que la loi des finances 2023, le projet qui a été présenté est clean, qui n'est plus un projet puisque l'Assemblée vient de l'adopter, mais il y a eu beaucoup de mesures en tout cas, d'encouragement en tout cas pour le secteur privé. Y compris celle d'abandon aussi sur certains secteurs majeurs qui sont les transports, comme je voulais le souligner, les matériels agricoles, sur le recrutement aussi au niveau des jeunes. Tout ça, il y a eu beaucoup d'avantages fiscaux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres problèmes. Il y en a certainement, mais le plus important, c'est ces cadres de concertation, j'ai dit, qui pour nous est extrêmement important et qui surtout, nous tenons dans des cadres encore dans des moments encore plus calmes, c'est-à-dire qu'il ne faut plus que ça soit à la veille d'une loi des finances que nous discutions et que nous arrêtons de discussion une fois que la loi des finances est adoptée. Et la preuve est là, la loi des finances vient d'être adoptée il y a moins de 2 mois, mais vous voyez, nous tenons déjà une autre session pour pouvoir en tout cas continuer et apprécier un peu aussi les mesures que nous allons aborder pour 2023 et voir aussi les perspectives qui peuvent s'offrir pour nous pour l'avenir. On évite des conflits entre nous. Donc c'est cela la vision, je pense que les hautes autorités ont eu à travers la mise en place de la ministre des Finances. Personnellement, insiste beaucoup pour que ce cadre de concertation soit viable, pour que ce cadre de concertation se réunisse régulièrement pour échanger sur des problématiques qui nous sont communes. Et lorsque nous lui avons dit que nous allons tenir la session ce matin, il nous a totalement encouragé et soutenu pour que nous puissions faire les échanges sur tous les points de l'ordre du jour. Je voudrais rappeler que déjà, les premiers résultats, en tout cas à notre niveau, nous paraissent très satisfaisants. Le ministre des Finances lui-même avait rencontré, vous vous rappelez, à plusieurs reprises, les différentes structures qui animent le secteur privé, qui les a écoutées en notre présence pour savoir quelles sont les difficultés qu'ils ont en ce qui concerne les impôts et taxes. Et dans ce cadre, lorsque nous avons nous devrions proposer des mesures nouvelles pour la loi de finances 2023. On a mis en place un comité à la DGI, mais ce comité a reçu des instructions fermes d'associer et de prendre en considération les propositions qui seront faites par la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Et comme l'a rappelé le président, beaucoup de ces propositions ont été prises en compte.
Notamment, je me rappelle, il y avait, en ce qui concerne le secteur de téléphonie, il y avait l'exigence, ils estiment que le secteur est trop taxé et le gouvernement avait promis l'abandon de la TATI. Elle est abandonnée aujourd'hui dans la loi de finances 2023. Le président l'a rappelé aussi que pour encourager le secteur privé, il y a eu des mesures de la loi de finances qui concernent la fiscalité de porte et même la fiscalité intérieure en ce qui concerne les exonérations de droits et taxes sur certains équipements. Tout ce qui est le matériel agricole et d'irrigation ne va plus supporter de droits de douane à l'entrée. Tout ce qui est en matériel de transport, que ce soit le transport de marchandises ou le transport de personnes, ne va plus supporter de droits et taxes. C'est pareil aussi pour le matériel industriel qui se trouve totalement détaxé désormais. Les participants se sont intéressés sur divers horizons fiscaux sous le contrôle du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, M. Sidi Mohamed, et du directeur général des impôts, Mal Ousmane Mahamman. Il s'agit entre autres du bilan de la mise en œuvre du plan d'action et de l'installation des comités régionaux, une communication sur les mesures nouvelles contenues dans la loi des finances 2023, une synthèse des travaux de la réunion technique DGI-CCIN du 27 septembre 2022 sur les points restés en suspens des mesures nouvelles. Voilà, donc les mesures d'élargissement de l'ACEP, c'est toutes les mesures qui ont concerné la création de nouveaux impôts et taxes. C'est notamment la création de la taxe spécifique sur les tabacs et cigarettes. C'est la création de la taxe sur les produits raffinés, de pétrole raffiné, et la mesure concernant la création de la taxe sur l'or et les métaux précieux, qui constituent grosso modo les trois grandes mesures se distinguant de l'élargissement de l'ACEP. Lors de la présentation des motifs, l'exposé des motifs de la loi des finances, il est dit frais de siège. Le mot assistance technique n'est pas revenu. Tout à l'heure, lorsqu'il a été présenté, il a dit frais de siège. Le mot assistance technique n'est pas revenu. Sinon que oralement, il est le contenu de la loi que le mot assistance technique est revenu et sur lequel nous avons attiré beaucoup l'attention de l'administration sur les conséquences, notamment dans les secteurs comme les banques, les assurances et tout cela qui utilise des services de groupe. Cela a un impact très important et sur lequel nous pouvons insister pour que l'administration puisse envisager de faire marche arrière par rapport à la science technique. Les faits, si nous comprenons, cela a toujours été et nous comprenons que ce soit limité, mais la partie science technique, nous restons toujours dans l'attente d'une amélioration sur ce point. Le comité a aussi passé en revue la facture certifiée et le système électronique certifié de facturation, le ICSF, les avantages fiscaux liés à l'adhésion au centre de gestion agréé CGA et l'extension des CGA dans les autres régions et enfin une communication sur la disponibilité et l'opérationnalisation du ICSF. Voilà que la loi dit comment on doit payer son impôt pour tout le monde et quelque part on isole des citoyens pour dire que vous êtes obligé de faire télépaiement. Il y a quand même une certaine rupture d'égalité. Moi, ce que je voudrais, qu'on maintienne ce télépaiement, mais en option, tout en l'entourant d'attraits, de manière à ce que graduellement les gens spontanément évoluent vers ce télépaiement. Et sans oublier la question de la logistique. Tout à l'heure, il y a des décrets du président de la République, il y a l'arrêté du ministre des Finances aussi portant cahier de charges des centres de gestion agréés. En ce qui concerne ce qu'on a transposé dans la loi des finances, la directive a été claire. Les mesures fiscales passent par la loi des finances. Donc les autres mesures de la directive, il faut trouver il faut retourner au schéma initial, revoir la loi 2008 sur les CGA pour qu'il n'y ait pas de conflit entre la loi des finances et une loi qui existe déjà, et ainsi de suite, l'arrêté l'arrêté portant cahier de charges et les décrets du président. Ainsi, plusieurs zones d'ombre ont été éclairées. La rencontre du comité paritaire conjoint de concertation DGI-CCIN sur une note de satisfaction générale. Retenons que ce comité a été créé par décision conjointe DGI-CCIN dans le seul but de raffermir le lien entre l'administration fiscale et les opérateurs économiques.
Le projet Emploi des jeunes et inclusion productive, PEJIP, a organisé le jeudi 22 décembre 2022 à Niamey une cérémonie de remise de subventions et ou kits de démarrage aux bénéficiaires de l'arrondissement communal Niamey 5. C'est suite à une formation théorique et pratique initiée par le PEJIP que les 500 jeunes formés de la commune 5 de Niamey ont bénéficié de l'accompagnement technique et ou financier du dit projet. Il s'agit d'une subvention individuelle de 150 000 francs CFA ou d'un kit complet de démarrage d'une valeur estimée à 150 000 francs CFA en fonction du métier de formation de la part du PEJIP. Cette remise de kits, nous avons dans l'ensemble 500 bénéficiaires qui ont été formés dans 9 filières. Mais parmi ces 9 filières, c'est seulement dans 3 filières que nous aurons à distribuer des kits pour les bénéficiaires formés dans ces filières-là. Nous avons donc parmi ces 3 filières, nous avons l'extraction d'huile d'arachide, nous avons aussi ceux formés en mécanique rurale et réparation motopompe et aussi les bénéficiaires formés en réparation de cellulaires et recharge batterie. Le projet a prévu une série de formations pour, avant d'accompagner ces jeunes-là avec ces kits et autres subventions parce que le reste des bénéficiaires auront une subvention de 150 000 pour aller s'installer à leur compte. Et donc ils ont suivi une formation d'abord en compétences de vie. Ensuite, la formation technique dans les métiers que nous avons cités tout à l'heure. Et à la fin, ils ont suivi une formation en micro-entrepreneuriat pour pouvoir gérer mieux leur entreprise. La composante 2 a comme objectif l'insertion des jeunes de 15 à 25 ans dans des métiers porteurs et innovants. Donc, c'est effectivement dans ce cadre que Niamey 5 a été ciblé comme l'une des communes, en tout cas la plus pauvre de la communauté urbaine de Niamey. Et à ce titre, nous avons ciblé 500 jeunes. 500 jeunes, effectivement, qui ont été formés dans des métiers porteurs et innovants, afin de créer leur propre emploi, lutter contre le sous-emploi et par ricochet lutter contre la pauvreté. Voilà en quelque sorte l'objectif qui est donc attendu de la composante 2 au niveau du PEJIP. Cette activité rentre dans le cadre de la composante 2 du PEJIP, qui est centrée sur la formation technique et professionnelle des jeunes filles et garçons. Il s'agit surtout de l'insertion des jeunes dans des activités sélectionnées en milieu urbain et semi-urbain. Le PEJIP et le FAFPA ont fait la formation, ont appuyé la formation ensemble. Ils ont eu des formations en plomberie, en mécanique, en extraction d'huile d'arachide, en embouche, élevage. On a eu à peu près 500 bénéficiaires à former. Après les formations dans les différentes filières, on les a formés aussi en germe, gérer mieux son entreprise et en compétences de vie. Les objectifs ont été atteints, on peut dire, à 80%, puisque les 20% c'est réservé pour le suivi. Maintenant, les bénéficiaires, on les a sensibilisés, on leur a donné les kits, on leur a dit ce qu'ils doivent faire. Chacun doit se lever et aller travailler et utiliser leur kit. Ça, c'est atteint à 80%, c'est le but du projet. Et les formations, quand même, c'est au niveau des 5 quartiers de la commune 5. Et il y a d'abord les quartiers Kirkisoy, il y a les quartiers Gawai, il y a les quartiers Nogware, le quartier Lamorde et les quartiers Nenegongo. Donc au niveau de chaque quartier, comment on appelle ça, on a identifié un certain nombre de jeunes qui ont suivi quand même jusqu'à la fin ces formations-là. Parce qu'il faut, comment on appelle ça, expliquer que ces formations-là se sont passées en 3 étapes. La première étape, c'est la formation en compétences de vie courante. Cette étape permet aux jeunes quand même de mieux opérer son choix. Donc, comment on appelle ça, ça lui permet quand même de connaître ses propres compétences et ce qu'il peut quand même faire. Et à travers ça, il peut opérer un choix. La deuxième étape, c'est la formation technique qui lui permet quand même d'apprendre un métier. Et la troisième étape, c'est la formation en germe, ou comment on appelle ça, disons la formation en entrepreneuriat des jeunes, qui permet aux jeunes quand même de mieux gérer son entreprise. Et ce sont ces 3 étapes. J'ai aimé beaucoup quand même ce que les jeunes là ont eu à apprendre un métier. Et on sent que ces jeunes-là sont motivés. Et les projets PEJIP et aussi les fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FOPA
qui ont mis quand même tous les efforts nécessaires pour accompagner ces gens-là. Cette formation de plus de 2 mois d'exercice théorique et pratique a été d'une grande satisfaction pour les jeunes bénéficiaires. Moi, avant d'intégrer la formation, j'étais déjà en apprentissage de la mécanique moto dans un garage. C'est durant cette période que j'ai appris que le PGIP organise une formation pour les jeunes. Cette formation va permettre aux jeunes d'avoir leur propre travail. Aussitôt, je me suis rendu pour m'inscrire en mécanique moto afin de m'améliorer davantage. Au cours de cette formation, nous avions suivi diverses spécialisations, notamment la mécanique auto, l'électricité, mécanique moto, pompe et groupe électrogène. Nous avons fait 2 mois et demi de la formation. L'expertise que j'étais venu chercher à cette formation, je l'ai eue et je suis satisfait. Je tiens vraiment à remercier le projet PGIP parce que je suis très satisfait. Durant cette formation, j'ai appris à faire de la pâte d'arachide, de l'huile d'arachide et aussi des amuse-bouches. Ils nous ont aussi montré comment bien conserver la pâte d'arachide pour une longue durée. Grâce à cette formation, je peux créer ma propre entreprise. À la fin de notre formation, ils nous ont aussi apporté leur soutien à travers ces kits de démarrage. Je remercie beaucoup le projet PGIP et FOFPA parce que grâce à eux, j'ai beaucoup appris. Et au-delà, j'ai un métier que je pourrais développer. Pour rappel, la composante 2 du PGIP est mise en œuvre par le FAFPA. Elle vise à fournir aux jeunes urbains et semi-urbains une formation technique ainsi qu'un paquet d'appui intégré leur permettant de développer des emplois liés aux chaînes de valeur agricole ayant potentiellement des effets sur l'économie locale. L'objectif général de cette composante est d'encourager la création d'emplois directs, mais également de développer le potentiel de création de meilleurs emplois au sein des collectivités bénéficiaires. Chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans cette phase de Business Challenge. C'est notre dernier numéro de l'année que nous vous présentons ici même à l'Hôtel Noum. Et pour notre plateau, Grand Angle, nous allons recevoir un jeune entrepreneur. Il s'agit d'Issa Ari, qui est le directeur de AS Logistique. Alors, c'est les As de la logistique, c'est ça? Oui, les As de la logistique au Niger. Ouais. Bon, peut-être qu'un jour, ça va être au-delà du Niger. Oui, on espère bien. Okay. En tout cas, Issa, merci d'être venu dans Business Challenge. Tu es un ami, tu es un frère. Et nous partageons un certain nombre de centres d'intérêt, et notamment à un moment à travers l'association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Bon, moi, je ne suis plus jeune entrepreneur, j'ai besoin de faire le flambeau. Donc, vous êtes encore jeune, vous êtes jeune. Hein? Donc, en tout cas, tu es un des acteurs aujourd'hui, un des acteurs nationaux qui est en train d'être une étoile montante dans le domaine de la logistique. Et tu m'en parles souvent et ça m'a donné beaucoup d'envie de comprendre tes domaines d'activité. Alors aujourd'hui, comment se comporte le marché de la logistique au Niger, déjà pour ouvrir notre échange? Là, M. Seydou, vous venez de me poser une très bonne question. En tout cas, tout d'abord, merci de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer sur ce plateau pour pouvoir parler à nos clients, à nos futurs clients de ce que nous faisons comme activité. Okay. Le marché de la logistique, comme vous pouvez le constater avec moi, il y a du travail, il y a un marché potentiel qu'il faut conquérir. Donc, pour le conquérir, il faut des acteurs et pas des moindres acteurs. Il faut des acteurs professionnels qui puissent être en mesure d'apporter des solutions logistiques adaptées au marché. Ok. Donc, alors, certaines personnes vont nous dire, mais attendez, déjà, quand vous parlez de logistique, vous parlez de quoi?
Hein? Il faut peut-être qu'on explique parce qu'il y a différents types de profils qui nous regardent. Il y a des étudiants, il y a des professionnels, il y a aussi des gens qui connaissent réellement de quoi on parle et d'autres qui peut-être ont une connaissance assez vague. Et peut-être même c'est par là que je devrais commencer. Quand on parle de logistique, qu'est-ce qu'on est en train de dire exactement? Bon, en parlant de logistique, je vais vous prendre un exemple banal. Par exemple, là où nous sommes en train de discuter actuellement, l'hôtel Loum, vous voyez tout ce bâtiment qui vient d'être construit. Donc, ça a nécessité vraiment une logistique pour pouvoir acheminer tout le matériel qu'il faut pour la réalisation de ce bâtiment. Et il y a forcément un service logistique qu'on a mis en place avant même peut-être de démarrer le chantier. Tout à fait. Donc là, c'est une partie de la logistique. Donc, il y a l'aspect achat, qui est une partie de la logistique. Il y a l'aspect transport, qui est une partie de la logistique. Donc, il y a l'aspect documentation, de son suite, qui est aussi une partie de la logistique. Donc, la logistique, c'est un ensemble de processus qui permettent de répondre à un besoin donné. Donc, on a besoin d'un élément, on a besoin d'un matériel, il faudrait mettre la logistique qu'il faut pour pouvoir... C'est l'organisation qu'il faut pour disposer de matériel, de marchandises, de biens, quoi. Exactement, tout à fait. De le déplacer d'un point A à un point B où le besoin... Voilà, de les faire circuler sur le marché. Oui. Donc ça, au moins, ça paraît plus clair. Et les acteurs de la logistique, comme toi, qui a une entreprise privée, participent à ce mouvement-là. Tout à fait. Parce que, bon, c'est quand il y a des transactions, il y a la douane, il y a les transits, il y a tout ça. Et donc, tout ce marché-là, tu me disais que ça nécessite des acteurs. Mais aujourd'hui, est-ce que nos acteurs nationaux sont réellement bien structurés pour adresser convenablement le besoin qu'on a en matière de logistique? Pour les acteurs locaux qui sont là sur le marché, on n'est pas suffisamment structuré pour répondre aux besoins énormes de logistique qu'il y a. C'est pour cela que nous, AS Logistique, nous essayons de nous positionner sur ce marché en nous structurant de mieux en mieux pour pouvoir être à la hauteur. Parce que on ne peut pas construire dans l'informel. Donc il faudrait se structurer, il faudrait qu'on ait une organisation qui puisse être en mesure de générer de la richesse dans un pays. Donc aujourd'hui, la logistique est un élément important pour construire un pays. Donc surtout quand nous prenons le Niger, qui est un pays enclavé, où le port le plus proche, c'est celui de Cotonou. Donc toute marchandise que nous recevons, donc le coût de la logistique est vraiment important. Donc il faudrait qu'on ait des acteurs qui puissent être en mesure d'amener nos entreprises à être compétitives sur le marché local. Et si vous n'êtes pas structuré, vous ne pouvez pas élaborer des coûts structurés. Donc c'est de l'à peu près que vous allez faire. Et il y a souvent le risque aussi. Il y a le risque. Il y a le risque parce que il y a souvent, quand ce n'est pas bien organisé ou bien formalisé, il peut y avoir des pertes, mais on ne sait pas comment s'en sortir. Exactement, tout à fait. Donc, alors, je sais aussi que sur ce marché, pendant un bon moment, ceux qui dirigent, en fait, ceux qui tirent le marché, c'est des acteurs étrangers. Et il y a certains acteurs locaux qui se plaignaient, par exemple, à un certain moment, même au niveau de l'État, les acteurs nationaux ne sont pas encouragés pour mieux concurrencer les acteurs locaux, les acteurs internationaux qui sont là. Quand on parle de logistique, on pense à Bolloré, on pense à Maersk, je pense, c'est ça? Les grands groupes. Les grands groupes. Et ils sont partout, pratiquement, en tout cas de l'espace francophone, ça c'est clair. Est-ce que quelqu'un comme toi, tu te vois un challenger, par exemple, par rapport à ces grands groupes? Ces grands groupes, déjà, il faut savoir pourquoi ils sont sur le marché. Déjà, c'est parce qu'il y a du potentiel, il y a du travail. Donc, quand ils viennent sur le marché, ils essaient de voir quels sont les acteurs locaux qui sont là, avec lesquels ils pourront collaborer. Mais les acteurs locaux qui sont là, s'ils ne sont pas structurés, ils ne peuvent pas collaborer avec ces acteurs. Donc, c'est pour ça que généralement, ils s'installent eux-mêmes pour pouvoir être à mesure de répondre aux besoins. Donc aujourd'hui, nous, on essaie de voir déjà ces acteurs locaux qui sont là, comment collaborer avec eux et leur apporter déjà notre expertise. Et des fois, on est sur le même marché où ils sont plus,
ils ont plus de capacité que nous, donc ils récupèrent le marché. Donc nous, il faudrait que nous ayons un accompagnement de la part de nos autorités pour que le potentiel qu'il y a en logistique, qu'on puisse voir quels sont les acteurs locaux qui sont là, à qui on peut confier le travail. Sinon, on sera submergé par... Alors, les acteurs locaux que tu connais aujourd'hui, ils peuvent être au nombre de combien, qui sont vraiment structurés? Bon, il y a nos confrères qu'il y a, donc on a une dizaine d'acteurs qui sont là, qui, si on essaie de s'organiser pour voir comment orienter, structurer l'activité. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait pour pouvoir organiser le milieu de la logistique. Il faudrait qu'on se structure. Donc on se structure. Non, c'est un point fondamental parce que c'est comme on dit, c'est le type de secteur qui sont assez capitalistiques, où il faut investir, où il faut rationaliser la gestion. Et naturellement, si les structures ne sont pas bien gérées, et ne sont pas formalisées comme tu dis, c'est difficile de croître et d'avoir même de rassurer même le marché. Donc ça c'est extrêmement important. Maintenant parlons de AS Logistique. Tu as créé cette entreprise, je pense qu'il y a combien d'années maintenant? En 2016. En 2016, il y a 5 ans maintenant. Il y a 5 ans. Alors, avant, quand tu as démarré, 5 ans après, aujourd'hui, comment tu vois ton évolution sur le marché? Quels sont les indicateurs que tu as qui te montrent que tu es vraiment sur la bonne voie? Bon, déjà, en 5 ans d'activité, déjà, le fait de voir déjà qu'aujourd'hui, nous accompagnons pas mal d'entreprises locales ici au Niger. Donc, et puis, on avait commencé, on était 2, aujourd'hui on est à une trentaine d'employés. Donc ce sont des indicateurs qui montrent que l'activité évolue positivement. Donc voilà, donc aujourd'hui on commence à avoir une autorité sur le marché nigérien au vu du travail que nous faisons, au vu des services que nous rendons. Les entreprises locales commencent à avoir... Est-ce que tu as ta propre flotte pour gérer des mouvements de marchandises, des biens? Oui, AS Logistique dispose de sa flotte. Donc on a une flotte d'une dizaine de camions que nous avons en propre. Et nous avons des grues, nous avons des chariots donc, pour la manutention. Donc nous avons... des fourgonnettes aussi pour les livraisons intra-urbaines. Nous nous outillons au fur et à mesure pour pouvoir être en mesure de faire une prestation globale. Et justement, tu parles de prestations. Est-ce que tu peux me permettre de savoir quelles sont les différentes prestations que tu fais à AS Logistique? Parce que c'est vrai, moi je connais le transport et même peut-être les questions de transit, les douanements. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, à part le transport, donc nous sommes agréés en douane. Donc AS Logistique est un des interlocuteurs de la douane. Donc nous faisons, la douane l'administration des finances nous a octroyé un agrément de commissionnaire agréé en douane. C'est-à-dire, nous avons l'agrément pour passer les déclarations en douane. Donc en ce sens, nous faisons tout ce qui est dédouanement de marchandises. Donc nous avons la douane qui est avec nous travaillons avec la douane. Nous accompagnons les entreprises dans leurs études donc logistiques. Donc ça c'est une très bonne chose parce que ça vous permet de budgétiser. Oui, de voir les différents coûts. En fait, la marchandise jusqu'à chez soi. Exactement, tout à fait. Donc ce n'est pas après l'importation que vous allez venir chez un transitaire pour demander de pour ne pas être surpris. Donc nous invitons tous les importateurs de nous consulter pour que nous puissions leur faire une étude logistique en amont avant de s'engager dans un projet d'importation. Donc à part le transit douane, comme on est agréé en douane, nous intervenons sur tous les bureaux de douane du Niger. Donc notre agrément couvre tous les bureaux de douane du Niger. Quelle qu'en soit la région, tu peux intervenir pour accompagner. Exactement. Et nous avons de très bons rapports avec la douane. Ils nous accompagnent, ils voient ce que nous faisons comme activité. Et aussi, donc, à part le transit douane, nous faisons tout ce qui est transport de marchandises. Donc, en termes de transport, nous avons plusieurs options de transport. Donc, nous avons l'option maritime.
Donc les conteneurs, donc, vous voyez les conteneurs qui viennent. Donc nous sommes en mesure de positionner un conteneur partout au monde. Il suffit juste de nous donner l'adresse du positionnement du conteneur, là où on va aller chercher la marchandise, et on vous fait un devis depuis l'usine jusqu'à Niamey. Donc nous faisons aussi le transport aérien. Donc nous avons des promotions avec pratiquement toutes les compagnies. Donc nous assurons aussi le transport par voie. Ça c'est les trucs pour les cargos? Exactement, les cargos. Nous faisons aussi le groupage maritime, donc qui est un service qui est très intéressant. Aujourd'hui, vous avez une marchandise qui fait juste une tonne de petite quantité, quoi, qui n'est pas très volumineuse, une palette, 2 palettes. Donc on peut vous la faire venir dans notre conteneur de groupage. On rassemble les marchandises de plusieurs personnes et on les charge dans un conteneur. Et là, il y a une sorte d'économie d'échelle. Il y a une économie d'échelle, effectivement. Tout à fait. Donc nous faisons tout ce qui est entreposage tout là. Nous avons nos entrepôts et nous pouvons importer un conteneur plein et on le met en entrepôt et vous défarquer pour sortir au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, les gens qui demandent tes services, est-ce que c'est plutôt, tu m'as parlé de certaines entreprises locales, et je sais aussi, parmi tes références, je pense qu'il y a certains comme Gamma que je connais, qui est quand même une entreprise très sérieuse, qui est nationale, de droit nigérien, quoi. En dehors de ça, c'est quoi le profil des acteurs du marché qui demandent des services logistiques? Les services que nous offrons sont destinés à tous les importateurs et les exportateurs du monde entier. Mais on a une clientèle, on a une cible, donc les industriels, d'accord, les industriels peuvent nous consulter, les sociétés commerciales peuvent nous consulter, les sociétés, les organisations non gouvernementales, les ONG et aussi l'État. L'État aussi, bon, nous ne travaillons pas trop avec l'État, mais quand même nous sommes en train de mettre en place. Parce qu'au niveau logistique, l'État aussi est un acteur important. Exactement. Aujourd'hui, l'État est un acteur. Quand on prend le projet du PIPE, c'est un projet où l'État est en train de gérer. Donc l'État peut faire appeler tous les acteurs professionnels de la logistique. Donc nous sommes en train de voir comment il peut travailler avec eux. On peut travailler avec eux parce que il y a des locaux qui peuvent faire le travail structuré. Donc autant que l'État nous accompagne aussi. Effectivement. Alors la loi de finances 2023, je pense, a donné un certain nombre d'avantages. En tout cas, c'était annoncé dans la loi. C'est pour le secteur du transport. Notamment, je pense, des exonérations quand on importe des véhicules neufs, de transport de marchandises, c'est ça? Et comment quelqu'un comme toi voit cette opportunité-là? Bon, c'est une très bonne opportunité. D'ailleurs, je félicite l'État, j'encourage l'État à continuer dans ce sens parce que le fait d'apporter ce genre d'avantages, de facilités, donc ne fera qu'améliorer le secteur de la logistique parce que déjà quand vous prenez le parc auto au Niger, il est très vieux quand même. Ça tout le monde le décrit. Exactement, le parc auto est très vieux et maintenant à travers cette nouvelle loi de finances, l'État nigérien donne un avantage aux entreprises structurées locales qui voudront bien investir. Donc pour pouvoir faire cet investissement. Parce que aujourd'hui, nous n'avons pas de flotte. Les entreprises qui sont dans le secteur, leur flotte est vieillissante. Donc à travers cette nouvelle disposition de la loi de finances 2023, je pense que ça peut booster l'investissement dans le secteur. Alors, Issa, il y a quelque chose qui m'a toujours particulièrement marqué. Parmi les jeunes qu'on avait dans l'ANGE, tu fais quand même des jeunes qui font preuve de beaucoup de sérieux dans son approche, dans sa façon d'aborder la gestion d'entreprise. Et puis, je pense que le parcours que tu as fait aussi me paraît être un parcours qui est intéressant. Parce que tu étais salarié et tu es passé de salarié à entrepreneur. J'aime bien que tu partages cette expérience-là. Comment est-ce que ce passage, tu as pu le faire? Comment tu t'es organisé pour le réussir? Ça, c'est une très bonne question. Et vous savez, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut, savoir où on veut aller. C'est bien aujourd'hui, à travers votre émission, vous contribuez au développement du pays parce que vous amenez les entreprises à se perfectionner et au rayonnement de nos entreprises.
Donc, qui dit rayonnement des entreprises aujourd'hui, ça veut dire que nos entreprises seront connues, seront orientées vers l'excellence. C'est une très bonne chose. Donc j'avais atteint un niveau, après 9 ans, j'avais atteint un niveau dans l'entreprise où j'avais tu as envie de faire tes preuves toi-même. J'ai envie de faire mes preuves moi-même. Et je ne voulais pas aussi rester dans l'entreprise et faire des activités en parallèle, ce qui n'est pas bien. Donc après cette analyse, j'ai décidé de démissionner. Donc je suis allé voir mon directeur de l'époque, je lui ai parlé de cela et il m'a encouragé dans ma démarche. Et je suis venu, j'ai démissionné et j'ai créé la société AS Logistics, qui veut dire assistance logistique Niger. Donc on apporte une assistance en logistique. Donc AS Logistics, c'est de l'assistance et qui fait aussi AS. Qui fait aussi AS, donc c'est qui fait qu'on connaissait déjà le métier et on savait où on voulait aller. Donc voilà, c'est de cela qu'on a créé la boîte et on a commencé à travailler à deux avec mon collaborateur qui est actuellement le directeur des opérations. Donc progressivement on travaillait, progressivement on gagnait des marchés et on réinjectait le bénéfice dans l'entreprise. Progressivement on se structurait et on avait cette volonté de montrer que c'est possible d'entreprendre au Niger. Vous connaissez mieux que moi l'environnement entrepreneurial, c'est difficile. Donc maintenant c'est à l'entrepreneur de montrer d'être difficile mais possible. Difficile mais possible, effectivement. Maintenant c'est le porteur de projet, c'est à lui de montrer ses capacités, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, voilà. Alors tu as dit quelque chose que je trouvais très intéressant et d'ailleurs tu l'as dit même quand tu voulais te mettre à ton compte, tu as fait une démarche transparente avec ton employeur. Tu avais dit ça. Et bon, sur ces aspects-là, si tu dois conseiller un jeune qui travaille et qui veut se lancer, quels sont peut-être les 2 ou 3, 4 conseils que tu juges utile de lui donner? Déjà, il faut prendre son temps dans l'entreprise pour apprendre le métier. Ce n'est pas que vous allez commencer à une année, vous dites que vous voulez vous lancer. Prenez votre temps pour connaître le métier, travailler pour l'entreprise et après quand vous aurez envie de quitter, partez voir le directeur pour lui expliquer. Vraiment, voilà, j'aimerais partir et vous allez quitter en bon terme. Et après vous serez même collaborateur. Oui, des partenaires. Oui. Parce que moi l'entreprise dans laquelle j'étais, aujourd'hui, l'entreprise a fermé et les dirigeants, on est des partenaires aujourd'hui, on travaille ensemble. Donc, vous voyez, donc, les gens, il ne faut pas être pressé dans la vie, il faut aller progressivement. Il faut aimer ce que vous faites et être du suivi dans ce projet. Et l'entrepreneuriat, c'est aussi de la discipline au quotidien quand même. C'est la discipline au quotidien, il faut rester humble et aller de l'avant et répondre aux besoins qu'il y a. Effectivement. Donc, voilà, donc ce n'est pas comme ça juste parce qu'il y a une mode d'aller d'entrepreneuriat. Quelqu'un a fait, moi aussi je vais faire. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et ça, je pense qu'on doit le retenir aussi comme conseil aux jeunes entrepreneurs qui nous regardent. Parce que c'est comme tu dis, une des caractéristiques de la plupart des grands entrepreneurs, c'est que c'est des gens optimistes. Et un grand entrepreneur qui dit aussi, chaque fois, les entreprises à succès, c'est qu'ils pensent à l'étape d'après. Et je pense que c'est ce que tu es en train de faire aussi. Et bon, c'est des petits conseils, des leçons de la vie pratique des entrepreneurs, et je pense qu'ils sont bien à partager. Et surtout dans le sens où nous voudrons encore que nos jeunes croient à l'entrepreneuriat, mais qu'ils le fassent de manière très structurée, comme tu dis, avec aussi beaucoup de discipline. Effectivement. Issa, merci beaucoup pour cet échange. En tout cas, c'est à moi de vous remercier. C'est un grand plaisir pour moi de t'avoir invité sur ce plateau et que tu aies accepté aussi, parce que beaucoup de ces sujets, on a eu beaucoup d'occasions en off pour en discuter, pour partager nos centres d'intérêt, comment nous voit l'entrepreneuriat au Niger. Et je pense aussi que c'est une communauté de jeunes qui doit s'agrandir, qui doit être la plus impactante possible pour notre pays. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien apprécié cet échange avec Ari Issa, qui est le directeur général de AS Logistique. Assistance en logistique, mais qui veut dire aussi as de la logistique, n'est-ce pas? Et j'espère que vous avez aussi tiré un bon profit et que les expériences partagées vous serviront de ressources pour continuer
à avancer dans vos projets d'entreprise ou même à mieux gouverner vos entreprises. Et j'espère aussi que vous avez pu comprendre un peu plus ce que c'est aujourd'hui la logistique au Niger. Vous pouvez rester en notre compagnie et puis, comme c'est la fin de l'année, alors on dit quand même à tout le monde bonne année. On dit en tout cas bonne année bonne à tout le année. monde et Effectivement. nous espérons que 2023 sera encore une année meilleure que 2022. Exactement, tout à fait. Oui, ben en tout cas, mon frère, bonne année. Merci beaucoup, et puis, à très vite. Merci de nous avoir invités. C'est un plaisir partagé. C'est un plaisir partagé. Donc, à très vite, chers téléspectateurs. Au revoir. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement suivi ce Business Challenge. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année. Que l'année 2020 soit pour nous tous meilleure, l'année où nous avons réalisé encore de plus grands projets, plus de sérénité et de paix. Alors l'équipe qui m'a aidé à est là et nous allons ensemble vous dire bonne année. Bonne année. Alors il y a le rejoindre aussi. Voilà, on dira bonne année ensemble. Bonne année chers téléspectateurs. Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise.
le fait de voir déjà qu'aujourd'hui, nous accompagnons pas mal d'entreprises locales ici au Niger. Okay. Donc, et puis, on avait commencé, on était 2, aujourd'hui on est à une trentaine d'employés. Donc ce sont des indicateurs qui montrent que l'activité évolue positivement. Okay. Donc voilà, donc aujourd'hui on commence à avoir une autorité sur le marché nigérien au vu du travail que nous faisons, au vu du service. Suivez votre émission Business Challenge ce mardi sur la chaîne Africable Télévision après le JT de 19h45 GMT sur le canal 46 du bouquet Canal+. Et sur la chaîne Bonferré Télévision le jeudi à partir de 21h GMT sur le canal 282 du bouquet Canal+.